Bonjour à tous. Je voudrais donc tout d'abord remercier les organisateurs de ce superbe colloque, notamment le professeur Alain Berthoz, de m'avoir invité à venir vous parler des fondements oscillatoires du mouvement humain. Alors c'est évidemment un titre un peu ambitieux et je voudrais dès le début vous dire que c'est un sujet très vaste et que nous sommes à une époque où effectivement je pense que la plupart des neuroscientistes proposent quand même l'existence des oscillations comme quelque chose de très intéressant, mais on n'en a pas encore fini. Alors je me permets de reprendre les conclusions du travail de Buzzacchi et Dragoun dans Science, puis dans Science en 2004, où ils disent des choses assez simples. Ils disent les horloges tournent, les ponts, les gratte-ciels vibrent, les réseaux neuronaux aussi. Mais finalement, est-ce que ces oscillations neuronales sont-elles un épiphénomène ou au contraire, elles sont peut-être une partie essentielle de la conception du cerveau et en particulier de son fonctionnement? Alors, le point important, c'est que les oscillations sont phylogénétiquement préservées, ce qui suggère qu'elles sont fonctionnellement pertinentes. Mais je pense que si on veut aller un peu plus loin, on est obligé, pour au moins parler le même langage, de voir un petit peu rapidement ensemble ce que c'est, comment on peut concevoir l'oscillation aujourd'hui, et de façon très simple. En fait, si on reprend l'axiome géant de Kalmar, qui était le modèle sur lequel Hawking et Huxley ont fait leur brillante démonstration du fonctionnement d'un neurone, vous avez un seuil, et vous savez qu'on peut aller être hyperpolarisé ou dépolarisé. Une fois qu'on atteint un seuil, eh bien, les potentiels d'action sont générés. Ces potentiels d'action qui vont permettre le transfert de l'information d'un neurone à l'autre, à un autre neurone, via les axones, donc les trajets à longue distance, eh bien, évidemment, on traduit un signal quelque part analogique à un signal pulsionnel, les impulsions des potentiels d'action. Plus on dépolarise, plus il y en aura. Maintenant, si on rajoute à cela le fait que le potentiel de membrane n'est pas stabilisé, mais au contraire présente des oscillations, et pour les neurones corticaux, des oscillations permanentes, mais pour les autres neurones aussi, eh bien, à ce moment-là, si un potentiel synaptique arrive, il va s'associer à cette oscillation pour générer les potentiels d'action. Si c'est un potentiel inhibiteur, on va dans l'autre sens, et on le sait, Linnas l'a très bien montré, si on hyperpolarise très fort, on va mettre en place d'autres phénomènes oscillatoires. Donc les oscillations vont déjà, sont là de façon extrêmement importante. Alors, pour démontrer ce phénomène extraordinaire, j'ai repris les publications de Huguenard et McCormick exceptionnelles sur une tranche de cerveau humain maintenu en vie, pour lequel on va donc enregistrer ici un neurone thalamocortical. Voilà, ici, on va l'enregistrer dans ce circuit-là, et vous allez voir ce qui va se passer. J'espère que ça va marcher. Voilà donc typiquement une oscillation de type delta, avec au-dessus de l'oscillation, c'est une oscillation calcique, avec juste au-dessus, vous avez vu les potentiels d'action. Maintenant, vous avez vu une dépolarisation, et on passe à un état tout à fait différent. Donc, deux états oscillants caractéristiques. L'un de l'éveil, ça c'est nous maintenant, là, et ça c'est nous tout à l'heure quand nous allons partir dans le sommeil. Donc la tranche maintenue en vie présente deux états fondamentaux que nous vivons tous les jours. Alors, l'histoire, bien sûr, va commencer littéralement pour les oscillations, en tout cas pour pouvoir les mesurer chez l'homme, par les découvertes Hansberger, qui va découvrir, donc littéralement, l'électroencéphalographie. Depuis lors, et vous savez que cette découverte, elle s'est faite donc juste avant la Première Guerre mondiale, il a donc fallu attendre un certain temps, les années 30, pour que les Anglais, mais pas seulement les Anglais, comme Jaspers, Adrian, comme Frédéric Bremer également, reconnaissent que ces activités, vous voyez là, qui sont le rythme alpha, que ce rythme alpha est vraiment la production des neurones et pas autre chose. Et la manœuvre essentielle pour comprendre ça, et encore aujourd'hui qui doit être utilisée de plus en plus, je pense, c'est la réaction d'arrêt. C'est donc de démontrer que lorsque vous avez les yeux fermés, vous produisez de l'alpha, et si vous ouvrez les yeux, cet alpha disparaît et fait place à d'autres rythmes. Cette réaction d'arrêt devrait être, à mon sens, beaucoup plus utilisée aujourd'hui pour aborder le cerveau, comme le propose notamment Giorgio Buzzacchi, dans une vision insight-out. C'est-à-dire que si vous fermez les yeux ou vous ouvrez les yeux, c'est vous qui décidez d'être en contact avec le monde ou d'être en fermeture sur soi.
Alors, l'avantage considérable des ordinateurs aujourd'hui qui nous permettent de faire cette transformée de Fourier, bien sûr, on la doit à Joseph Fourier. On espère heureusement qu'on ne lui a pas coupé la tête il y a quelque temps. Donc, il est passé juste à 2 doigts de la guillotine. Et donc, il nous a fourni cette extraordinaire façon de pouvoir traiter, analyser, quantifier les oscillations. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais tout le monde le sait. Donc, n'importe quel signal peut être décomposé en sinusoïdes et on peut quantifier ces sinusoïdes dans différentes circonstances. Avec Alain Berthoz, nous sommes intéressés à ce qui se passe dans le rythme alpha en microgravité. Et on peut déjà affirmer que pour, en tout cas, des astronautes compétents, ils sont tous compétents, mais en particulier ceux qui avaient passé beaucoup d'heures dans l'espace et qui, en général, étaient à l'époque des pilotes de chasse, eh bien, le rythme alpha, la dynamique de l'alpha est conservée en microgravité et même, en quelque sorte, potentiée. Mais tout dépend aussi comment on réalise cette mesure de l'alpha. Et là, en ce qui nous concerne, dans les premières manips, il s'agissait bien d'étudier l'alpha juste après l'ouverture ou la fermeture des yeux. Et cela de façon répétée. Oui, donc ici, c'est un petit clin d'œil au fait que bien souvent, le cervelet, on n'en parle pas. Alors, ici, dans cette représentation, je me suis permis de le mettre, vous voyez, en grand par rapport au cerveau. Donc, j'ai inversé le cervelet et le grand cerveau et le petit cerveau dans mon schéma. Mais ceci pour rappeler l'existence dans les différents compartiments de cette structure merveilleuse qu'est le cervelet de différents types d'oscillations. Donc vous avez des oscillations de 10 à 25 Hz dans le corps, ici au niveau donc, des cellules les plus nombreuses de l'organisme, à savoir les grains, dans la zone granulaire. Et en particulier, ces oscillations sont extrêmement importantes pour filtrer les informations sensorielles. Et puis vous avez, n'est-ce pas, cette fameuse spike complexe, les spikes complexes. Si vous regardez une spike complexe, n'est-ce pas, qui arrive par les fibres grimpantes dans la cellule de Purkinje, nous avons des messages de l'ordre de 500 Hz, donc des très hautes fréquences. Et donc, ces très hautes fréquences sont en fait générées par des structures sous-oscillantes dans le livre inférieur qui, elles, circulent entre 6 et 12 Hz. Et ça, Rodolphe Linas l'a très bien montré, et d'autres plus tard, que cette situation oscillante va déclencher des signaux d'erreur, aussi par le principe du seuil, et envoyer donc vers les fibres grimpantes pour produire ce signal à très haute fréquence. Et ce signal à très haute fréquence se distribue d'avant en arrière dans le module opérationnel du cervelet. Au contraire, dans certaines situations pathologiques, nous avons montré l'apparition d'oscillations à très haute fréquence et d'amplitudes très importantes dans plusieurs modèles pathologiques chez la souris, modèles pathologiques de ce qui se passe chez l'homme, notamment récemment dans la maladie d'Alzheimer. Et ces structures, ces oscillations de 160 à 200 Hz se distribuent non pas dans le sens physiologique du fonctionnement du module, mais au contraire de gauche à droite. Donc empruntent les fibres parallèles et perturbent fort probablement les opérations effectuées par le module cérébelleux. Et donc, tout ce qui se passe dans le cervelet, au travers, bien sûr, des noyaux profonds et au travers du thalamus, se retrouve dans l'activité, ils vont être en concordance, en synchronie avec l'activité du circuit cortical. Et donc, les travaux de Courtemanche et Lamarre ont bien montré qu'il y avait une synchronie entre les oscillations qui existent dans le cervelet et les oscillations qui existent dans le cortex du cerveau. Alors, si on revient au départ, et aujourd'hui, le professeur Iacovitti l'a très bien montré dans le développement, la question est essentielle. C'est les oscillations, d'accord, eh bien, elles commencent très tôt. Ce sont les oscillations qui émergent, notamment à 10 Hz, et ça, le groupe ici de Georgi Bouzaki, mais de Kasipov, ont bien montré d'abord chez le rat nouveau-né, in vivo, des bursts d'activité à 10 Hz. Ensuite, on l'a redémontré dans le cortex somatosensoriel et plus récemment aussi chez les nouveau-nés, les prématurés aussi chez l'homme. Donc, les fréquences porteuses, elles sont générées automatiquement par, vous voyez, des grandes déflexions qui portent des signaux oscillants, et ce sont ces grandes déflexions qui sont le point de départ
n'est-ce pas, de l'exploration du monde par les mouvements qu'effectuent les nouveau-nés. Donc les oscillations sont bien à la base de l'exploration du monde par le cerveau immature. Elles servent la dynamique du mode d'action, inside-out. Elles configurent les réseaux neuronaux de l'action et de la perception inconsciente, consciente et inconsciente. Donc, quand on montre ça aux étudiants en neurosciences ou en neurophysiologie, ils sont perdus et on peut les comprendre, étant donné la complexité des connexions locales, des réseaux récurrents localement organisés, mais aussi des grandes voies de transmission, comme l'a très bien montré Varela, ou les modèles de Han échangeux dans le cadre de la conscience, où il suppose et il propose que ce sont ces communications à très longue distance qui seraient à la base de l'émergence de la conscience. Maintenant, avec le professeur Lacogniti, nous avons étudié, on en a parlé tout à l'heure, les premiers pas des enfants. Et donc je pense qu'il devrait marcher. C'est parti. Et donc ça me permet en quelque sorte, vous voyez l'image défiler, pour ne pas perdre de temps, de parler du problème des oscillations. Parce que si les oscillations, et nous allons le voir, se diffusent par elles-mêmes, et qu'en plus nous avons un autre niveau d'organisation que sont les potentiels d'action par eux-mêmes, il y a peut-être plusieurs façons pour le cerveau de communiquer et de faire ces corrélations à longue distance. Et ceci non seulement au sein du cortex, mais aussi par rapport aux structures sous-corticales et, in fine, par rapport au CPG dont on a parlé tout à l'heure et qui sont typiquement une structure rythmique. Et cette structure rythmique, nous l'avons montré avec l'équipe aussi du professeur Lacogniti, que le plan, la covariation planaire s'établit très rapidement. Donc vous voyez, en quelques heures, vous avez vu la facilité avec laquelle, quelque part, le plaisir aussi de l'enfant dans la réalisation de ce mouvement complexe. Ce sont les premiers pas, et saisir les premiers pas au laboratoire et les suivre, ça a été quelque chose de fantastique à faire. Et vous voyez le plaisir de l'enfant ici qui transporte déjà un objet d'intérêt dans ce monde, les ballassements des bras. Enfin bref, on pourrait passer sa vie à étudier ce qui se passe chez les enfants, comme vous le savez. Bien, maintenant, les sportifs, parce que nous sommes effectivement à Paris 2024. Alors là, ce sont des sportifs, des joueurs de hockey. Vous savez que les Belges sont champions du monde en la matière. Et donc là, vous avez deux spécialistes de ce qu'on appelle le slip push. Alors le slip push, à votre avis, rapidement, quel est le meilleur? Alors je vais les faire tourner parce que, imaginez-vous comment le cerveau, dont on a vu la complexité, est capable de reproduire 3 fois le même mouvement, le même slip push chez ces deux sujets. Regardez la perfection de ces mouvements dans l'espace. En fait, quel est le meilleur? Ils sont tous très bons, ils font tous partie de cette équipe de champions, mais il y a un spécialiste des slip push et un non spécialiste. Lequel? Le rouge ou le vert? Donc voilà, on peut évidemment étudier les activités cérébrales, on peut étudier les activités musculaires et tenter de comprendre tout ce qui se passe dans cette activité complexe. Je peux vous assurer que ça prend pas mal de temps et qu'on n'a jamais fini d'étudier tous ces paramètres. Alors, quel était le champion? Le spécialiste, ben voilà, je vous le dis, c'est le vert et pas le rouge, parce que le rouge, en fin de slip push, il est complètement, je dirais, déséquilibré, alors que celui-là a gardé sa posture d'attaque et il est prêt à réagir. Donc des spécialistes et des non-spécialistes dans des stratégies complexes. Nous avons étudié aussi avec Alain Berthaud et son équipe ce qui se passe dans le cerveau en microgravité. Bon, très rapidement, des choses se passent très bien. Par exemple, les astronautes sont capables d'avoir un potentiel évoqué visuel avec des ondes tout à fait correctes, mais si on les soumet à un tunnel, le fameux tunnel qu'a développé Alain Berthaud dans le problème de la navigation, eh bien là, il y a évidemment un échec. Donc, ils ne perçoivent pas du tout de la même manière le mouvement du tunnel tridimensionnel, et donc il y a un déficit. D'où vient ce déficit? Eh bien, tout ça est encore à l'analyse aujourd'hui. Je n'ai pas regardé quel était mon temps, mais... helping European Space Agency astronaut Andrei Kuipers prepare for his neurospat experiment. Je ne vais pas laisser passer toute la vidéo parce que c'est compliqué.
Alors, pour la petite histoire, c'était quand même extraordinaire. On a pu avoir un accès direct à l'enregistrement de l'EEG des astronautes dans la station spatiale. On avait quoi, 20 secondes de décalage. C'était quand même assez extraordinaire dans ces années-là de pouvoir le faire et de vérifier que tout se passait bien, parce qu'en général, même des consignes sont oubliées par les astronautes. Souvent, ils oublient de mettre les câbles au bon endroit. Il y a un état comme ça d'euphorie qui s'empare, souvent d'eux, mais ils se sont quand même des expérimentateurs extraordinaires. Hein. Voilà, ici, ils vont réaliser ce test. Ils l'ont fait au sol et ils le font en microgravité, en free floating complet, afin d'éviter d'avoir des références terrestres et qui soient vraiment en flux. Ce que nous avons pu montrer dans cette expérience-là, très rapidement, c'est que les désynchronisations des rythmes alpha et bêta sont augmentées en microgravité lorsqu'ils effectuent une tâche de docking. Donc, on peut mesurer ces oscillations. On a aussi plus récemment étudié la façon dont ils vont traiter l'échec ou l'erreur, la satisfaction, la non-satisfaction, en mesurant les états mentaux à partir des oscillations. Et notamment, nous avons pu mettre en évidence, par les EEG multicanaux, on a pu mettre en évidence un recrutement particulier du cervelet dans ces situations-là par rapport à ce qui se passe pour la même expérience au sol. Donc les rythmes, notamment le rythme alpha, est un rythme intéressant pour la perception. Et en fonction de la fréquence porteuse de votre rythme alpha, vous êtes soit un individu avec un alpha très bas, trop bas, c'est pas très bon. Et puis, vous avez ceux qui ont des alphas très hauts, jusqu'à 13 Hz, ils ne sont pas représentés ici. En général, les sportifs de haut niveau, dans différents types de sports, que ce soit le football, mais même pour le tennis ou des choses comme ça, eh bien, ils sont autour de 13 Hz. Et donc, ça veut dire qu'ils ont, par rapport à la fréquence de leur rythme alpha, la possibilité de faire une distinction plus importante de 2 flashs, par exemple. Le temps de perception sera beaucoup plus court pour ceux qui ont un rythme alpha plus rapide. Donc, ils sont plus vite quelque part sur la balle, ils voient mieux, ils perçoivent mieux. Alors, autre chose, mais je pense que c'est fondamental, c'est que les oscillations, n'est-ce pas, ne sont pas statiques. Les oscillations, elles bougent. Donc, ce sont des travelling, ce sont des ondes qui voyagent, et parfois elles sont rotatives. Et en particulier ici, le groupe Dahlgren a démontré que ces oscillations se déplacent, vous le voyez ici, à une vitesse de 1 mètre par seconde, et l'orientation de l'oscillation va des zones hiérarchiquement plus élaborées vers les zones hiérarchiquement moins élaborées. Donc, c'est typiquement un signal de type top-down. Signal de type top-down que l'on recherche dans toute une série de circonstances physiologiques. Et peut-être aussi, on a parlé de la conscience. Donc ça veut dire que ces oscillations, à cette vitesse-là, sont capables de propager l'embrasement du cerveau qui nous conduirait à la prise de conscience. Et on voit ces oscillations, n'est-ce pas? Vous voyez, on les voit non seulement dans le cortex, mais on les voit aussi dans les structures sous-corticales, le noyau pulvinaire par exemple, etc. Donc ça, ce sont des enregistrements électrocorticographie chez l'homme et également chez le macaque. Voilà une illustration ici de cette phase, de cette modification de la phase. Donc les oscillations sont souvent mobiles et forment des travelling waves, ce qui signifie qu'elles se propagent sur plusieurs centimètres et présentent des configurations spatiales des zones hiérarchiques plus élevées vers des zones hiérarchiquement moins élevées, action top-down. La libre décision, on en parle souvent, c'est une oscillation lente qui va se développer sur le cerveau. Donc celui qui est là, je pense qu'il est en train de développer probablement cette oscillation lente. Et là, voilà. Donc la voilà ici. Alors c'est toute l'expérience de Libet qui est reproduite maintenant avec les questions évidemment. Avec l'expérience de Libet, voilà, la négativité ici arrive avant que l'individu puisse reporter qu'il est conscient qu'il va sauter. Donc là, ça reste toujours une discussion extrêmement intéressante, mais heureusement pour l'histoire, il saute. Enfin, on ne l'a pas vu, il est parti. Alors il faut revenir parfois à des préparations plus simples pour comprendre. Et ça doit encore se faire, et encore, et encore. Et je pense que la souris, notamment les mouvements de la moustache de la souris, nous donnent un modèle extraordinaire pour ce faire. Et le groupe de Karl Petersen, en Suisse, a
fait ça de façon remarquable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, l'animal est au repos. La moustache, il n'y en a plus qu'une, on va couper toutes les autres, il n'y en a qu'une qui reste, elle ne bouge pas. Et donc, vous avez des oscillations de type alpha, un peu plus basses chez la souris, de temps en temps un potentiel d'action, voilà, voilà, voilà. Et puis maintenant, ça commence à bouger. Voilà ici des moustaches qui apparaissent, et vous voyez que le rythme ici de repos, ce rythme de repos qui est mesuré en patch clamp, donc on est vraiment à l'intérieur d'un neurone, du cortex somatosensoriel, vous voyez que la rythmicité ici a complètement changé durant le mouvement, et on va retrouver ces oscillations de repos après les mouvements des whiskers. Alors, l'intérêt de tout ça, c'est pas qu'on va devenir des spécialistes des moustaches, nous n'en avons pas, du moins de façon aussi efficace que les souris, mais c'est de comprendre, finalement, quelle est l'origine de l'EEG. Parce qu'il y a beaucoup de discussions là-dessus, aujourd'hui encore. Les travaux de Petersen sont très clairs. Donc, vous voyez ici la variation des oscillations dans la variation donc, du potentiel de membrane. Vous voyez là le potentiel dans le champ local. Et puis, vous avez l'EEG. Donc, l'EEG est un reflet, évidemment, de ce qui se passe au niveau des membranes des neurones. Donc les ondes EEG reflètent les fluctuations du potentiel de membrane du neurone et pas obligatoirement le spike. Et donc la démonstration est encore plus claire. Ils ont pu faire du double patch, donc ils ont enregistré en même temps 2 neurones excitateurs, et vous voyez, ils sont proches bien sûr, que les 2 neurones excitateurs ont des variations du potentiel de membrane qui sont parfaitement synchrones. Et au moment du mouvement, cette synchronie est moins importante, vu qu'on passe dans un rythme différent. Donc c'est la synchronie parfaite des potentiels de membrane des neurones voisins qui génère les oscillations extracellulaires de l'EEG. Alors ils sont tellement voisins que, fort probablement, ils échangent entre eux, par l'intermédiaire de gap junction, par des connexines, cette possibilité que lorsqu'un événement est dans un neurone, il passe immédiatement dans l'autre neurone. Et si on bloque les gap junctions, vous bloquez les oscillations. Donc c'est valable pour ces oscillations-là, qui sont faites sur tranche par le groupe de Hughes en 2004, mais nous avons rencontré le même phénomène pour les oscillations rapides dans le cervelet de modèles mimant des problématiques calciques en mutant, c'est des no-code qu'on mute les protéines calcium binding. Et donc là, lorsqu'on utilise la carbinoxolone, on bloque également les oscillations rapides. Donc finalement, c'est peut-être par l'intermédiaire des gap junctions que l'on peut jouer sur la variation des phases des oscillations. Et en effet, vous voyez ici que certains neurones, excitateurs ou inhibiteurs, peuvent varier leur raccord de phase. On peut être en phase ou en opposition de phase. Donc on peut modifier rapidement la phase des oscillations neuronales par l'intervention des gap junctions, contrôlées par les connexines, qui elles-mêmes sont contrôlées par la concentration en calcium dans le neurone. Donc on peut aller de la manifestation macroscopique à l'explication fondamentale microscopique. Expliquer qu'on a besoin de ça. Un autre élément, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler, c'est quand même ce qui se passe dans les place cells. Donc tout le monde connaît la découverte des place cells par John O'Keefe et plus tard la découverte des grid cells. Et l'intérêt de mon propos, c'est déjà de voir que très tôt, O'Keefe et ses collaborateurs ont découvert à l'approche des place cells des oscillations, notamment les oscillations θ, dans la partie superficielle de l'hippocampe, et avec l'association des basses fréquences, des θ, et du gamma. Alors, comme le reconnaît Mircea Steriade, je pense que le premier à avoir parlé des ondes gamma est le Belge Frédéric Bremer. À part Steriade, personne ne le reconnaît jusqu'à présent. Alors, la précession, c'est extrêmement important dans ce phénomène-là. Ça veut dire que ce sont les oscillations qui permettent le déclenchement du firing, de la décharge de la place cell. Bon, je ne vais pas rentrer dans les explications du modèle, si je n'ai pas beaucoup de temps, du modèle de Burgess, qui est le modèle des interférences, qui explique comment, à partir d'oscillations, on est capable de générer notamment les grid cells et les place cells. Je vais revenir à des considérations plus simples chez l'homme, où l'on peut, lors de la marche, vous voyez ici,
on peut enregistrer les activités bêta alternativement lors du déposé d'un pied et de l'autre pied. Et ceci se fait maintenant plus ou moins couramment avec des méthodes peut-être plus efficaces pour supprimer les artefacts. On a beaucoup hésité dans ces années-là. Et on les utilise aussi, ces informations, pour faire du computing par les réseaux neuronaux, qui sont devenus aujourd'hui les deep learning, mais le principe reste toujours le même. Et on peut donc reproduire assez facilement la locomotion. Et les oscillations, nous les avons dans la locomotion, mais nous avons également des oscillations très particulières lorsqu'on observe une marche normale par rapport à une marche à l'envers ou une marche qui n'est pas coordonnée. Alors je vais terminer, je pense que je n'ai pas noté à quel moment j'ai commencé, mais je vais vous parler d'une expérience récente, et je terminerai là-dessus pour conserver mon temps de parole. Nous avons eu l'occasion d'enregistrer les ondes cérébrales chez un funambule, ici, voilà, où il y avait donc l'enregistrement de multicanaux et l'activité musculaire. Au moment où le flow émerge, le funambule se sent totalement en harmonie avec ses sensations, avec l'exploit qu'il est en train de réaliser. Chacun de ses gestes devient fluide, il se sent bien, en pleine possession de ses moyens. Alors ça, c'est ce qu'on dit. Alors ce qui s'est passé ce jour-là, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'en plein milieu de son trajet, il sait très bien qu'il doit retirer son mousqueton, ce qu'il fait normalement, et puis il repart. Le problème, c'est qu'il reste bloqué. Donc il a dû faire demi-tour, se rasseoir à nouveau, repartir et refaire son trajet. Donc on a eu, sans le vouloir, deux états. Un état où il se dit dans le flow, et puis un état où effectivement il doit continuer sa performance, mais il n'est pas content. Et là, il est stressé. Donc on a ces deux états. Et dans ces deux états, on va pouvoir mesurer l'activité alpha, l'activité bêta, dans l'état de flow et dans l'état de stress. Et ce qui apparaît, c'est lorsqu'il est dans le flow, on a des activités des structures sous-corticales, notamment le globus pallidus, et lorsqu'il est dans l'état de stress, on a principalement une activité du lobe donc préfrontal de BA10. Et on va retrouver ça, on va le retrouver en laboratoire aussi lorsqu'il est dans le monde virtuel, et pour lui, ça ne lui pose aucun problème de simuler tout ça. Ce qui est intéressant et qu'on essaye de reproduire dans différents types de sports, c'est de regarder les relations entre certains muscles qui sont des prime movers ou des muscles extrêmement importants pour la performance. Ici, par exemple, le tibial antérieur, il y a un mouvement de glisser sur le câble. Et si on prend chaque activité électromyographique dans une condition de flow, dans une condition de stress, et qu'on va extraire à chaque mouvement l'activité oscillante, et on peut faire, par le modèle 3D, on peut rechercher quels sont les générateurs qui correspondent à ces différentes zones. Et à nouveau, on va retrouver, n'est-ce pas, des structures comme le globus pallidus dans le flow, alors qu'on a d'autres structures dans le stress. Par rapport au cervelet, dans les deux cas, nous avons une activation du cervelet, vu qu'il correspond au maintien de l'équilibre, mais d'autres structures correspondent en fait à l'état mental. Donc on est capable aujourd'hui de dissocier la présence d'ondes qui sont favorables à la performance, ce que les artistes et les sportifs parlent, c'est-à-dire le flow. Eh bien, on a des marqueurs cérébraux qui peuvent nous aider à mieux comprendre quel est cet état de performance. Je vous remercie pour votre entretien.